HCFR, le podcast tech. You know, the air is unfit to breathe, the food is unfit to eat. Salut les amis, je suis Clément, bienvenue dans la version 1.2 d'HCFR, le podcast tech. Pour cette seconde émission, nous allons commencer une série tutoriel que vous retrouverez une fois sur deux. Au programme de cette première série, les bases du home cinéma. Et parce que nous allons, au fil des épisodes, monter en niveau technique, il fallait la crème de la crème des spécialistes de l'image et du son. J'accueille donc Patrice. Salut Patrice. Salut. Ludovic, la forme. Bien le bonjour, ouais, ça va, impeccable. Et Stéphane, comment vas-tu ? Salut Clément, écoute, très bien, merci. Dans cette émission, nous allons expliquer ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le home cinéma. Donc, en l'occurrence, les éléments essentiels d'un home cinéma, l'emplacement idéal, le matériel à acquérir et donc le budget nécessaire. C'est parti. Alors peut-être avant de rentrer dans les détails, Steph, tu pourrais nous donner ta définition du home cinéma. Le home cinéma, qu'est-ce que c'est ? C'est de regarder et écouter un film dans des conditions qui plaisent à la personne. Après, il y a une histoire d'éducation et d'expérience. Et plus ça va lui plaire, et plus je pense qu'il va essayer peut-être de s'équiper. À mon sens, l'élément essentiel, c'est l'image dans un salon déjà installé. Et c'est assez souvent comme ça la démarche. C'est je voudrais faire mieux que ce que j'ai aujourd'hui. J'ai une télé, j'ai mon décodeur satellite, j'ai mon lecteur de Blu-ray ou ma PS3. J'ai envie d'avoir du home cinéma. Et à mon sens, le premier élément, au-delà de l'image, puisque je considère qu'elle est assez souvent en place, c'est souvent le son. Et ensuite, bien évidemment, une fois qu'il aura goûté à ça, là, après, on peut partir dans des dérives à l'armement, quoi. On sait que l'emplacement est fondamental. Ludo, je crois que tu en connais un rayon là-dessus. Bah oui, j'ai eu l'occasion de faire quelques installations pour des gens qui fondamentalement n'y connaissaient rien et savaient pas du tout par où commencer. Et en général, le gros problème, c'est que les gens n'ont pas d'idées précises de ce qu'ils veulent faire. Et moi, je dis toujours, commencez par penser à ce que vous aimez. Est-ce que vous accordez plus d'importance aux voix stéréo parce que vous écoutez beaucoup de musique ? Est-ce que vous accordez une importance exclusive au home cinéma ? Et en fonction de ça, on commence à réfléchir où est-ce qu'on va se positionner dans la maison pour mettre cette installation. Et là, on peut seulement commencer à enchaîner avec les grands basiques pour l'environnement et l'emplacement. Et ensuite vient seulement le matériel pour venir dans cet emplacement. Si je peux rebondir, effectivement, l'expérience nous montre quand même qu'il est quand même assez important de définir où est-ce qu'on va s'installer. Évidemment, la plupart des gens vont s'installer dans leur pièce habituelle, salon ou salle à manger ou pièce à vivre, où ils ont déjà probablement un écran quelconque, mais on peut, à titre de conseil, effectivement les inviter à bien réfléchir à l'endroit où ils vont installer leur matériel pour éviter les petites erreurs de début où on ne sait pas trop comment faire, et puis après on s'aperçoit que finalement on s'en sert souvent et donc c'est très gênant que ce soit dans cette pièce-là, ou au contraire on s'en sert moins souvent et c'est embêtant parce qu'il faut se déplacer pour y aller. L'emplacement est évidemment le point de départ. La pire erreur de tout débutant, et ça je pense que on l'a tous faite, c'est d'aller dans un magasin et dire voilà, je voudrais un home cinéma. Il faut d'abord penser en amont à ce qu'on va faire, et vraiment les décisions d'achat de matériel sont clairement les choses qui viennent vraiment en dernier. Oui, parce qu'il faut quand même penser souvent au fait que la pièce dans laquelle on va mettre le home cinéma est nécessairement polluée, que ce soit de manière visuelle ou sonore. Et alors de manière visuelle, on pense aux reflets, on pense à la luminosité, sachant qu'en home cinéma, ce qu'on recherche, c'est le noir absolu. Et puis sonore, avec tous les éléments, les bibelots qui pourraient venir gâcher l'écoute avec les vibrations. Alors peut-être, Steph, tu as quelque chose à dire là-dessus ? Beaucoup de gens ont déjà une télé. On viendra assez facilement se dire tiens, je vais commencer mon installation en mettant autour de ma télé les éléments nécessaires pour commencer à regarder les films dans de bonnes conditions. Ou alors tu peux aussi donc avoir une seconde approche qui est j'ai déjà cette télé, mais je cherche avant tout
sortir de ce lieu de vie pour pouvoir regarder des films dans des conditions où j'ai l'impression d'être quasi comme au cinéma. Et là, bien évidemment, ces deux différents lieux pourront te permettre d'obtenir des résultats différents, et donc tu pourras soigner le son, les vibrations, le noir dans une pièce qui est vraiment dédiée à ça, versus un salon où en général on a une famille, on a des enfants, on a une femme, et vouloir faire le noir ou la chasse aux vibrations sonores pourrait être, à mon sens, assez compliqué, mais faisable. Donc oui, forcément, c'est quand même vachement important de bien penser ça à l'avance. Peut-être éventuellement, on peut rappeler les éléments essentiels de home cinéma. Donc il y a des éléments fondamentaux, une image assez contrastée, d'une dimension certaine quand même, un son multicanal, puis une source HD. Hein. Peut-être Patrice, tu peux nous en dire un mot? Oui, tout à fait. Effectivement, les composants classiques et habituels sont au minimum. On veut faire du home cinéma. Donc, qui dit home cinéma, c'est quand même avoir une expérience du cinéma à la maison. Donc, c'est une grande image, si possible, un son multicanal et évidemment de quoi mettre ça en musique avec un lecteur ou autre technologie d'image. C'est la base de départ. Bien évidemment, on va commencer en général par ce qu'on a déjà. Donc, on a très souvent déjà un écran, quel qu'il soit, et on va rajouter des éléments, notamment pour le son. Donc, souvent, beaucoup de gens démarrent avec ce qu'à une époque on appelait leur chaîne stéréo. Bon, c'est plus trop d'actualité maintenant, mais enfin, avec leur système sonore, souvent deux voix, droite-gauche, parfois complété par un caisson de nos jours, c'est assez facile à trouver pour plus tard évoluer sur du son multicanal, à savoir les deux bons vieux canaux droite et gauche, une enceinte centrale pour bien mettre en avant les dialogues qui reste le point important quand même dans un film, et puis éventuellement les canaux surround à l'arrière ou sur les côtés pour avoir le son au cinéma. Donc ça va être un peu l'évolution logique. Et évidemment, on s'aperçoit que la plupart des gens vont augmenter la taille de l'image et vont augmenter leur emprise sonore au fur et à mesure de leur utilisation, si bien évidemment ils continuent à se passionner pour cette activité. Si on part sur l'installation dans une pièce à vivre, majoritairement les gens sont basés sur une télévision à écran plat, qui est complétée par les éléments tels qu'un lecteur Blu-ray ou un lecteur réseau, et un système audio. Alors maintenant, pour ceux qui sont un peu plus, je dirais, qui veulent déjà aller un peu plus loin tout de suite au niveau taille d'image, il y a des vidéoprojecteurs qui marchent très bien en pièces à vivre. On pensera notamment à des projecteurs comme les Sony HW55 et certains projecteurs Epson qui ont la particularité de donner une luminosité beaucoup plus importante, luminosité qui est là pour, entre guillemets, venir compenser un petit peu le fait que la pièce est beaucoup plus difficilement occultable, et donc on aura toujours de la lumière résiduelle, et on aura besoin de cette puissance lumineuse pour venir couvrir un petit peu cette lumière résiduelle qui reste dans la pièce. Oui, tout à fait. N'oublions pas non plus, par exemple, des modèles de type Optoma DLP qui ont l'avantage d'avoir un rapport résultat et puissance lumineuse prix extrêmement intéressant. Ils peuvent se retrouver dans des premières installations de ce type-là, de gens qui veulent se lancer, ce coup-ci avec une grande image. Bien évidemment, la grande image, surtout de type projection, va demander quand même une mise en place assez sérieuse, un écran déroulable, de la place, la fixation du projecteur, et ça demande encore plus de réflexion et de planification que de simplement, entre guillemets, prendre un grand écran plat. De nos jours, il y en a des dizaines et des dizaines de références. Et c'est effectivement la solution la plus simple pour obtenir une grande image et avoir une expérience cinéma dans une pièce non dédiée, qui va permettre en plus de pallier les problèmes justement de réflexion lumineuse et de pouvoir utiliser ça d'une façon beaucoup plus étendue qu'un projecteur qui va quand même réclamer de faire le noir. Et ces grands écrans font plus que se démocratiser de nos jours. À noter qu'on peut trouver des écrans de très grande taille, au-delà de 50 pouces, à des tarifs très compétitifs.
c'est vrai que la problématique aujourd'hui, c'est que si les écrans plats se sont démocratisés, ils ont aussi beaucoup réduit en taille et ils offrent aujourd'hui, ils n'offrent pas plutôt une qualité sonore suffisante. Donc là, clairement, quand on parle de home cinéma, le fait qu'on écoute un film uniquement sur sa télévision est complètement à proscrire aujourd'hui, au moins. C'est pas possible. Oui, c'est clair que comme tu le disais, les écrans sont de plus en plus plats, mais malheureusement, pour faire un peu de son de bonne qualité, il faut quand même un certain volume. Et clairement, le son est l'endroit où ça pêche beaucoup côté écran plat. Et il est absolument nécessaire de renforcer ça par un système annexe, type enceinte évidemment classique. Et puis c'est le point souvent négligé sur l'écran, mais clairement le son d'un écran peut permettre peut-être d'écouter la télé, mais certainement pas d'avoir une expérience au cinéma. Et le deuxième petit inconvénient des écrans plats, c'est que c'est assez compliqué de les intégrer correctement, notamment au niveau de la connectique. Et je crois que Ludo va nous en parler. Oui, à ce niveau-là, bon, si on réfléchit un peu simplement à comment on place un écran, ben, en général, vous avez votre écran, vous avez un câble éventuellement qui transporte la TNT, éventuellement un câble satellite, vous avez 2-3 HDMI, un câble d'alimentation, et donc, en général, le gros problème, c'est que vous vous retrouvez avec une épaisseur de câble assez incroyable à amener derrière l'écran. Et bon, bah, à part mettre une grosse gaine qui est visible et qui est très moche, il n'y a pas beaucoup de solutions. Alors, il y a quelques constructeurs, certes c'est sur des modèles un peu plus haut de gamme, mais qui ont eu une excellente idée. Je penserai notamment aux premiers qui étaient les précurseurs dans le domaine, c'était Pioneer, et puis qui ont été suivis ici plus récemment par des gens comme Sony ou Samsung, où en fait l'intégralité des connectiques se trouve sur un boîtier déporté et vers la télévision, ils ne font passer qu'un câble unique qui transporte le signal vidéo ainsi que l'alimentation pour la dalle. Et ça, si vous avez l'occasion de devoir travailler un petit peu l'intégration de votre écran, c'est vraiment une option à considérer lors de votre achat. Parce que par la suite, ça va vraiment vous faciliter la vie. Tout comme le fait de penser à gainer l'ensemble des connexions vers les petits satellites et les haut-parleurs vont aussi apporter une très grande facilité d'intégration pour votre système que vous allez acheter par la suite. Je rebondis sur ce que tu dis, Ludo. Aujourd'hui, avec le matériel que tu peux acquérir, tu n'es pas nécessairement obligé de brancher ton téléviseur avec plus de 2 câbles, c'est-à-dire un câble HDMI et le câble électrique. Si tu as un ampli sur lequel tu peux brancher ton lecteur Blu-ray, la télévision, etc., etc. Donc ça aussi, c'est là où c'est intéressant. C'est aussi une des facilités des amplis, des gros amplis actuels, parce que bon, en fait, ils agissent vraiment comme un hub qui vient récupérer toutes les sources possibles et imaginables et viennent rassembler l'ensemble vers le téléviseur. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse facilité aussi quand on achète un système complet. Pour les systèmes audio, il y a 2 écoles. La première, bon, en général, parce que c'est une solution de facilité, on prend un système tout intégré avec les petits haut-parleurs compris dans un petit kit. Ou, d'emblée, on part sur un système de haut-parleurs satellite avec un caisson et un ampli bien séparés. Très clairement, je conseille toujours d'éviter comme la peste les kits intégrés. Pour une raison bien simple, c'est que c'est peut-être pas cher, mais on finit toujours par les mettre à la poubelle très rapidement. Partir sur une petite solution d'enceinte satellite avec un ampli raisonnable et un lecteur Blu-ray, ça peut être relativement économique et déjà marcher à un niveau assez impressionnant pour une pièce à vivre. À ce titre, on a quelques grandes marques qui sont assez connues pour les amplis, je veux dire, de qualité dans une pièce à vivre. Bon, par exemple, on a du Denon, du Yamaha, du Onkyo pour parler des plus gros, du Pioneer, qui sont entre guillemets les 4 plus gros vendeurs en termes de marque. Au niveau enceinte, ce qu'ils ont très fort en France, pour les petits kits satellites, ben on a des gens comme chez Focal, on a des gens comme
KEF, qui font des kits de très bonne qualité à des prix relativement démocratiques. Maintenant, le problème de ces petits kits-là, c'est que poser les voies avant, ça se passe en général relativement bien. Poser les voies arrière, ça pose tout de suite beaucoup plus de problèmes, puisque il faut faire prévoir les passages de câbles. Et donc là, on revient un petit peu sur le problème de la pièce, c'est que qui dit multicanal dit quand même placer pas mal de câbles à gauche, à droite, en sachant que il y a toujours des solutions sans fil, mais les solutions sans fil ont toujours certaines limitations. C'est-à-dire que vous avez beau avoir le signal qui est peut-être émis en sans fil, il faudra quand même toujours amener de l'électricité à l'enceinte pour l'alimenter. Donc là aussi, de nouveau, on retombe sur des problèmes de câblage. D'où l'importance de bien penser la pièce en amont et de savoir où on va positionner les éléments. Ne pas négliger quand même de nos jours la possibilité, surtout pour les gens qui se lancent, des barres de son qui deviennent de plus en plus perfectionnées et qui, pour faire court, vont permettre de plus ou moins remplacer les trois enceintes avant, voire même dans certains cas les surround par des effets de réflexion. Souvent maintenant on intègre cette connectique et les décodages qui vont avec et la gestion du son qui va pour simplifier les choses aux utilisateurs. Et on peut voir des installations à base de barres de son qui tiennent relativement la route. C'est vachement intéressant ce que tu dis, Patrice, parce que toi, tu es un utilisateur avancé, un passionné, et classerais-tu justement les barres de son dans je dirais le rayon home cinéma? Est-ce qu'avec une barre de son, on peut se dire j'ai un home cinéma? Ça dépend si elle est accompagnée de satellite ou pas. Si elle n'est pas accompagnée de satellite, personnellement, en tant qu'amateur de home cinéma, j'aurais beaucoup de difficultés. Par contre, il y a des petits systèmes. Je prendrais par exemple l'exemple de chez Sonos, où ils ont une barre de son, un petit caisson, et alors, en fait, c'est leurs petits satellites qu'on peut placer qui sont à la base des satellites pour du multiroom, mais qu'on peut placer à l'arrière. Et par exemple, ce système-là, allez, grosso modo, pour l'installer, il faut 10 minutes. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est de positionner la barre de son en dessous de la télévision. Et puis ensuite, en fait, avec un iPad ou un ordinateur, vous configurez l'ensemble. Et en moins de 10 minutes, vous avez un système 5 points complètement fonctionnel. Ouais, et là, clairement, c'est pas du système au cinéma plus évolué tel que l'entendent des gens comme nous, qui ont déjà évolué beaucoup plus loin, mais pour monsieur tout le monde, qui a envie de faire les choses simplement, qui n'a pas envie d'avoir 40 câbles, et qui a envie de faire ça vite fait, bien fait, et avoir quelque chose qui fonctionne, c'est le genre d'option qu'on peut considérer, vraiment pour débuter. Oui, enfin, moi je nuancerais un petit peu, pour aller enfin, je sais pas si ça va dans le sens de Stéphane, mais pour moi, est-ce qu'on peut faire du home cinéma avec une barre de son? Je pense que oui. Bon, évidemment, ça va dépendre, on a chacun nos priorités, et ça va dépendre aussi pas mal du local. On en a parlé en démarrant ce podcast. La pièce va jouer beaucoup, puisque la plupart des barres de son, pour simuler les effets surround, se basent sur les réflexions sur les murs de la pièce. Et donc, évidemment, la configuration de la pièce va avoir une influence sensible sur les capacités de la barre à reproduire les surrounds. Mais néanmoins, même si on est dans une pièce qui ne permet pas de bénéficier correctement des réflexions, tout va dépendre un peu où on met la barre, mais pour moi, on peut très bien faire du home cinéma avec de la simple stéréo, voire 3 canaux avant. À mon sens, plutôt complété par un caisson. Je pense que la partie satellite peut être optionnelle dans un premier temps et se rajouter plus tard. On a, nous, qui sommes des presque vieux de la vieille, avons connu les systèmes sans surround et puis l'arrivée d'une, deux, maintenant 4 voix. Je pense que c'est quand même moins important que d'avoir un son correct sur la scène frontale, qui reste quand même la scène la plus importante dans un film, quoi. En tant qu'amateur de home cinéma, ça c'est quelque chose que... Enfin, c'est peut-être... ça peut peut-être plaire à certaines personnes,
Mais franchement, la base du home cinéma, c'est l'enveloppe. Et la base absolue. Et forcément, si elle n'est pas présente, il manque quelque chose. Maintenant, si on se positionne par rapport à ce qui est disponible sur le marché actuellement, vous regardez le prix d'une barre de son, vous regardez le prix d'un système avec des petits satellites, fondamentalement, il n'y a pas de grande différence. Oui, Donc certes. pour moi, si quelqu'un veut vraiment se faire plaisir en matière de home cinéma, avoir une vraie sensation cinéma, Non, il mais n'y a pas d'évidence. 40 manières. Non, mais Il d'évidence, il faut du son à l'arrière, c'est juste pas pensable de ne pas en avoir. Bah, je pense que ce que disait Patrice, hein, c'est voilà, ça dépend du lieu, de l'endroit. Une barre de son, c'est une solution élégante pour sonoriser sans doute son lieu de vie où on a sa télé. À voir maintenant si j'ai envie de monter une installation dédiée, si la barre de son est une solution pour commencer. Oh, ben, Pour ma part, je pense pas, mais je pense que probablement. ça va être intéressant. Dans une installation dédiée, on passe dans un autre monde, donc Voilà. c'est certainement pas le cas. Je parlais dans une installation, évidemment, en Oui, pièce de en vie, pièce à vie. et Oui, en bien pièce à sûr. vivre. Et l'expérience du home cinéma, enfin, à mon sens, passe par un son. Alors, enfin, bon, je veux bien admettre qu'on ait des points différents, mais la bande son est quand même à 80% sur les enceintes avant, et les effets sont assez contraignant à mettre en œuvre dans une pièce de vie. Il faut avoir des enceintes à l'arrière ou sur les côtés, il faut tirer des câbles, il faut les alimenter. C'est vraiment pas simple à mettre en œuvre. Bon, même si maintenant il existe des systèmes radio, bon, ça reste des systèmes complexes. Et je suis pas convaincu que la priorité puisse être là. Il me semble que les choses vont venir naturellement, c'est-à-dire que on va commencer par, comme on l'a quasiment tous fait, avoir deux enceintes de stéréo, puis rajouter une centrale, parce qu'on va quand même s'apercevoir qu'en ayant une grande image, c'est quand même mieux que les dialogues viennent de l'image et non pas de la droite ou de la gauche. Et puis les surrounds vont venir évidemment compléter cela dans une phase qui peut aller, qui va se en améliorant le système. Après, moi, j'ai déjà pu mettre en œuvre des barres de son dans des configurations qui étaient plutôt adaptées. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'elles avaient été choisies. Bon, ça fonctionne quand même correctement. Dans une pièce à vivre, si vous n'avez pas un salon de 80 mètres carrés, ça marche plutôt pas mal. Donc, ça peut être une solution. Néanmoins, il faut quand même noter que les barres de son qui commencent à être correctes qualitativement, qui gèrent la connectique, qui gèrent le surround et les effets, effectivement, on va commencer à se positionner dans des prix où on a peut-être des solutions alternatives et plus classiques qui commencent à être compétitives. C'est intéressant. Pour moi, hein, je pense qu'après, ce sont des données assez personnelles et subjectives. Hein. Qu'est-ce que c'est l'home cinéma? C'est ce que disait Ludovic il y a quelques secondes. La sensation d'enveloppe, moi je me souviendrai toujours, la première fois que j'ai entendu dans une pièce dédiée home cinéma à la maison, les héros derrière se mettre en route, je ne sais plus quel extrait de film, mais c'était je crois avec des avions, j'ai baissé la tête. Et ça, cette sensation de son 3D, pour moi, est quasi indispensable avec l'expérience home cinéma. Oui, aujourd'hui, la quasi-totalité des œuvres sont disponibles en son multicanal de toute manière. Même à la télévision, les diffusions par la TNT ou le satellite ou la DSL proposent une diffusion multicanal. Donc c'est vrai que voilà, c'est le fait qu'aujourd'hui les surrounds aient une certaine importance, oui, c'est même capital, puisque la piste audio est fournie en 5.1. Donc voilà. Du coup, Patrice, qu'est-ce qu'on entend par 5.1? Donc 5.1, c'est effectivement le son multicanal. Dans les cinémas, vous l'avez tous expérimenté, vous avez la scène frontale, donc l'avant, qui sont généralement des systèmes de haut-parleurs qui sont derrière l'écran, donc on ne les voit pas, mais ils sont néanmoins composés de trois groupes. L'enceinte gauche, l'enceinte droite, et évidemment l'enceinte centrale par laquelle passent les dialogues, la majorité des dialogues. Et puis, ceci est complété par au moins deux enceintes surround, c'est-à-dire des enceintes d'effet qui sont généralement sur les côtés et ou à l'arrière de l'auditoire et qui vont être là pour émettre les sons d'ambiance
que comporte la bande-son du film, hormis pour les films de Woody Allen, et vont donc donner les 5 enceintes, les 3 principales, les 3 avant, droite, gauche et centre, et au moins 2 canaux surround, droite et gauche, les canaux d'effet droite et gauche classiques. Et le point 1, c'est le canal d'effet basse fréquence, c'est-à-dire c'est un canal qui est généralement positionné à l'avant, dans les cinémas en tout cas, mais lui, la position dans l'espace n'a pas de grande importance puisqu'il n'émet que des fréquences inférieures à quelques dizaines de hertz, compris entre 20 et 120 hertz au cinéma. Donc des fréquences qui ne permettent pas de localiser l'enceinte, donc elle peut être à peu près n'importe où. Et ce canal-là, le point 1, va être dédié sur les bandes cinéma à reproduire les effets. Bon, alors ça peut être évidemment des explosions, une porte qui se ferme très bruyamment, etc., etc. Donc c'est lui qui va reproduire la partie effet basse fréquence du film. Et donc, quand on est dans une installation de type home cinéma, effectivement, on va essayer de se rapprocher de ce système-là. Donc, ça impose, si possible, d'avoir 5 enceintes, droite, gauche, centre, bien évidemment. Si possible, avec une certaine homogénéité, donc les mêmes types d'enceintes, si ce n'est les mêmes enceintes, et puis des canaux surround, donc qui eux peuvent être un petit peu différents parce qu'ils vont pas tout à fait diffuser la même partie de la bande son, et puis il y a quand même des problèmes d'intégration, donc ils sont généralement plus petits, qui vont être sur les côtés, voire même maintenant dans le home cinéma à l'arrière, et donc dans ce cas-là on parle de 7.1, puisqu'on a 4 canaux surround, et puis le fameux caisson de basse qui reste souvent le point le plus, je dirais visible, mais en fait c'est plutôt sensible, parce que c'est quand même lui qui va reproduire ce fameux canal d'effet basse fréquence, et donc c'est lui qui donne un petit peu, enfin en tout cas dans les installations de home cinéma, l'aspect un peu physique de la représentation du film, et c'est lui qui va donner quelques sensations au public. Donc voilà un peu pour l'esprit 5.1. Oui, et, tout à fait, Patrice. C'est vrai que l'ensemble de ces canaux aussi, on peut peut-être apporter une précision sur les enceintes utilisées. L'avantage justement d'avoir un caisson de grave pour l'enceinte d'effet permet aussi d'avoir des enceintes qui ne sont pas forcément très grosses, et donc finalement si on réfléchit bien à l'installation, ça peut avoir des avantages dans une pièce de vie, puisque je crois qu'une enceinte de cinéma doit avoir une bande passante qui va à peu près, qui part de 80 Hz à 20 kg, et du coup avec des satellites ou des enceintes type bibliothèque, on doit pouvoir tout à fait correctement s'en sortir. Là où bien souvent, quand on parlait à l'époque de home cinéma ou de hi-fi, on pensait qu'il fallait s'équiper d'enceintes de 2 mètres de haut, alors que c'est pas du tout le cas. Oui, tout à fait. Effectivement, je pense qu'un des points, le home cinéma est quand même une activité qui est pas si vieille que ça, et on a tous un petit peu mûri, les matériels sont aussi considérablement améliorés, et je crois que ce qui est important, c'est surtout une certaine harmonie de timbre, c'est-à-dire qu'il faut que les 5 canaux sonnent de la même manière. Et logique de comprendre que si vous avez 2 enceintes latérales, enfin droite et gauche, de grande facture, et que vous avez mis une voie centrale étriquée, de constitution différente, ça va s'entendre. Et donc il est bien plus important d'avoir une forte homogénéité de timbre, de rendu sonore entre les 5 enceintes, bien plus que leur capacité ou leur volume et autres. Bon, ceci va être quand même patiné par l'utilisation du système. Effectivement, pour ceux qui vont vouloir aussi utiliser leur installation, notamment sur de l'écoute musicale, vont peut-être pas forcément faire tous les mêmes choix.
l'écoute musicale multicanale n'en est qu'à ses balbutiements, et donc vont peut-être privilégier les canaux droite et gauche différemment. Et ça va être c'est un compromis souvent très délicat à trouver dans les installations non dédiées. Et on le verra peut-être dans un autre épisode de ce podcast. On s'apercevra que généralement, c'est les gens qui ont une certaine fibre hi-fi d'approche du son sur de l'audio et de la musique, ben, au final vont se retrouver avec deux installations. Une installation liée à la hi-fi et une installation liée au home cinéma, parce que c'est difficile à marier. Mais néanmoins, là, on est dans les gens qui veulent démarrer dans le home cinéma, sauf cas particulier d'un besoin audio hi-fi important. Moi, je conseillerais de rester sur un système homogène et donc souvent de prendre ces fameux packs 5 voix qu'on trouve, 5.1 qu'on trouve dans le commerce chez différents fabricants, qui ont en principe une certaine homogénéité. C'est quand même le but de leur constitution. Voilà. Sinon, il va falloir effectivement aller pêcher l'information, notamment dans le forum HCFR, pour essayer de trouver quels sont les éléments les mieux à marier ensemble. Oui, et puis il faudra aussi penser à l'importance de la calibration du son, de l'image forcément, mais du son, on y pense parfois un peu moins. Et on aura l'occasion effectivement de revenir sur ces sujets-là dans les prochains épisodes d'HCFR, le podcast tech. Alors on a aussi un élément important, c'est le voisinage. Parce que tout le monde n'a pas la chance de vivre dans une maison individuelle, et donc il y a des gens qui vivent en appartement. Et il faut aussi prendre en considération le fait que les basses fréquences, en général, ont tendance à traverser facilement les murs et à déranger le voisinage. Donc c'est vrai que c'est un élément qu'il faut aussi prendre en compte dans l'environnement. Et donc, forcément, quand on achète son matériel, tout à l'heure, vous parliez du fait qu'il ne faut pas penser trop gros de suite. Il faut peut-être aussi penser à des choses qui se font à côté. C'est effectivement une bonne remarque, mais sans même parler de voisinage, même les voisins très proches, c'est-à-dire je pense à la famille, aux enfants qui peuvent dormir, etc. Enfin, eux sont encore plus proches que les voisins en général. Et c'est sûr que ça va jouer. Ce qui est clair, c'est que il faut tenir compte effectivement de son environnement. Si vous avez choisi un caisson qui va descendre à 20 Hz avec du 105 dB, vous n'allez pas pouvoir l'exploiter dans votre environnement. C'est un petit peu dommage. Donc il faut effectivement tenir compte de ça. Ça va aussi influencer sur d'ailleurs la mise en œuvre et les réglages. Et c'est effectivement un point important, même s'il est moins que dans d'autres parties du monde. Chez nous, on a de la chance d'avoir des murs en dur. Bon, néanmoins, ça joue et ça joue sur le choix du matériel. Bon, là, on est sur une partie où on se lance dans le home cinéma. Donc, en principe, on a déjà commencé un petit peu à réfléchir à ce qu'on voulait faire. Mais c'est vrai que c'est un point à prendre en compte. Il faut rester mesuré. Stéphane l'a dit tout à l'heure, il est inutile de partir sur du gros système, c'est presque évident. Et c'est aussi valable pour le caisson. Ce qui est important, c'est qu'il puisse maîtriser correctement la reproduction des basses fréquences, et même s'il est limité parce que c'est un modèle d'entrée moyenne gamme qui va peut-être pas descendre aussi bas que des gros amplis, que des gros caissons. L'important est qu'il ait un rendu qualitatif, parce que le pire, c'est que on accepte, ou en tout cas, on arrive à mieux gérer des basses fréquences qui sont correctement reproduites que des bruits qui traînent, qui font effectivement du bruit et non pas de la reproduction sonore. Mais c'est aussi une des magies, si je puis dire, du home cinéma, c'est que le matériel étant avec 5.1, le point 1 donc qui est le caisson de grave, a quand même la possibilité d'être mis à des endroits différents.
Donc, je pense que l'élément important, effectivement, comme tu as dit, c'est pas forcément de le prendre trop gros, mais un bon caisson qui descend assez bas en fréquence peut quand même, à mon avis, être envisageable, quasiment partout. Maintenant, après, c'est sa taille. Et il faut surtout pas oublier, à mon sens, on en reviendra certainement dans un podcast technique plus orienté sur l'acoustique, que le placement de ce caisson est important. Donc, et qu'éventuellement, pour qu'il soit moins ennuyeux pour le voisinage, il peut aussi être placé à des endroits différents. Là où aujourd'hui dans l'hi-fi ou autre, on peut pas s'amuser à déplacer son système hi-fi pour le mettre ailleurs. L'avantage d'un caisson, c'est que on peut toujours essayer. Alors, il existe aussi une solution intéressante, puisque, en général, le canal LFE, Low Frequency Effect, donc qui représente le point 1, peut aussi être perçu comme par des vibrations, en fait. Et il y a un excellent produit qui s'appelle le Butt Kicker, qui permet donc de pouvoir ressentir ce canal LFE de manière assez puissante, sans du tout déranger le voisinage. Et donc, c'est ce Butt Kicker. Le butt kicker, qui est un horrible anglicisme, puisque il veut littéralement dire taper dans le cul, en fait, c'est une sorte d'électroaimant, enfin c'est même presque un haut-parleur, qui va se loger entre généralement le sol et votre canapé ou fauteuil, et qui va donc le faire vibrer, bouger, comme il ferait vibrer la membrane d'un haut-parleur, sauf qu'il va faire vibrer le canapé. Donc effectivement, on va avoir un ressenti physique de ces basses fréquences, de ce canal d'effet, du fameux point 1, sans que les vibrations se diffusent dans le reste de l'appartement ou de la maison. Et ça peut être un palliatif intéressant au rendu des basses fréquences, surtout quand on est à un niveau d'écoute assez faible, puisque tout le monde, évidemment, ne va pas écouter son home cinéma à des niveaux élevés, et a fortiori au niveau référence qui est le niveau cinéma. Et plus on baisse en volume, plus on va atténuer les basses fréquences. Et donc, c'est elles qu'on va perdre en premier. Il y aura aussi un effet d'ailleurs sur les surrounds qu'on va perdre aussi. Et donc, il va falloir... Enfin, c'est une des façons de compenser. En plus, ça a un coût relativement modéré. Et ça peut être une solution palliative. Tu penses que c'est palliatif ou complémentaire ? Pour moi, c'est totalement palliatif. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment dans le cas où on ne peut pas écouter à un niveau normal, elle est trop fort, à un niveau normal où l'environnement, le voisinage, la constitution de la maison, la proximité d'une chambre, par exemple, c'est une solution qui va permettre de pallier à ce problème. Je n'ai pas vu, je l'ai vu quelques-unes dans des installations dédiées. Je parle évidemment pas du système sur vérin qui fait bouger l'ensemble du canapé, etc. Donc, D-Box. Voilà, merci. Donc je parle évidemment pas de ça, mais dans le cadre de butt kicker classique et de ces appareillages-là, si on a la possibilité d'avoir une pièce dédiée et une installation en tout cas où ça ne gêne pas l'environnement, c'est pas seul, c'est les voisins, c'est les chambres, c'est aussi les vibrations dans la pièce, parce que quand vous commencez à envoyer des basses fréquences à un certain niveau, vous allez avoir les bouteilles, les verres, les cadres, les portes, les poignées qui vont vibrer, qui peuvent vibrer, donc on n'a pas tous la possibilité de traiter tout ça correctement, a fortiori dans une pièce ouverte et à vivre. Donc c'est un palliatif intéressant. Mais là, moi j'ai trouvé ça pas mal à une époque. Je me rappelle d'avoir vu Star Trek quand il est sorti en laserdisc. Donc ne sifflez pas. Ne sifflez pas. L'édition collector, hein, celle où il y avait tous les films dans le laserdisc qui faisait 8 cm d'épaisseur. J'imagine que tu parles pas de la version de DJ Abrams. Non. Et c'était bluffant parce qu'on était encore à 3h du matin dans un appartement où évidemment il y avait des voisins, enfin du moins, et on avait de belles sensations, quoi. Du moins, c'était assez bluffant, voilà. Alors après, n'ayant plus utilisé depuis au moins
8 ou 9 ans, je veux bien admettre que ce soit des souvenirs qu'on améliore plus Avec que le temps. Ouais. avec le temps. Non, mais c'est une vraie solution parce que Oui, souvent, enfin, moi, pareil, on a la chance de voir beaucoup d'installs et de balader pas mal. Je m'aperçois que souvent, alors, il y a même des gens qui changent de matériel parce que leur caisson marche pas. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Sauf que leur caisson marche pas parce qu'ils sont à moins 20 dB. Et donc, il marchera jamais leur caisson. Ils écoutent trop bas. Et comme ils veulent quand même avoir les sensations physiques, notamment des basses fréquences, ça peut être un palliatif. C'est bien pour ça que j'ai insisté. Parce que je l'ai testé. Ouais, c'est pas bête. Parce que tu peux le tourner comme tu veux, le caisson, tu peux mettre un SVS, si tu le mets à moins 15 dB, tu n'auras pas de... Ça chante pas. Ouais. Ou alors tu t'assois dessus. Ouais. Bon, maintenant on va passer aux sources, puisque c'est quand même un peu l'objet principal. Enfin, c'est ce qui permet quand même voilà, de pouvoir utiliser le matériel, hein, parce que c'est bien beau d'avoir du matériel, mais si on n'a pas de source, ça sert à rien. Patrice, qu'est-ce qui nous permet en fait finalement de pouvoir visionner nos films dans des conditions correctes, voire les meilleures conditions? Donc une fois qu'on a tout équipé avec le merveilleux matériel dont on vient de parler, effectivement, il faut l'alimenter en film, puisque c'est quand même le but principal du home cinéma. On a de la chance quand même maintenant, parce que on arrive à une époque où on a des multitudes de sources possibles, et notamment on en a une très simple, gratuite, qui est la TNT. La TNT diffuse sur la quasi-totalité du territoire. Je veux bien admettre qu'il y ait des zones un peu particulières, mais elle a de nos jours de mémoire 7 ou 8 canaux Full HD qui diffusent du son en 5.1 dans certains cas. Bon, pas toujours, ça peut dépendre un peu des films. Mais enfin, globalement, on va quand même avoir une belle image et un bon son qui sera évidemment pas du niveau des meilleurs Blu-ray qu'on peut trouver, mais qui sont néanmoins en HD et en qualité tout à fait correcte. Et comme je viens de le préciser, c'est gratuit. Bon, évidemment, le petit bémol, c'est qu'il va falloir se contenter du choix de films et des horaires qu'ont décidé les distributeurs et les différentes chaînes. Enfin, c'est pas à négliger. Après, il y a un deuxième aspect. Ça peut aussi venir via les box internet de nos jours, mais enfin bon, la qualité est souvent bien moindre, sauf cas particulier là aussi, de gens qui se peuvent être câblés ou sur fibre. Et voilà, bon, c'est le point de départ. Et derrière, on va pouvoir alimenter notre système avec les sources qu'on peut trouver de nos jours sur Internet en offre de téléchargement légal, bien évidemment, avec les systèmes des différents fournisseurs de contenu. C'est une proportion qui va en augmentant, tout le monde le sait. Là aussi, les débits et les capacités des réseaux font qu'on est à un niveau de qualité qui n'est pas encore celui qu'on peut avoir sur des galettes pressées. Loin de là, on est même souvent en dessous de la qualité TNT HD. Évidemment, dernier point, ça va être les sources forme de galettes physiques, qui sont les bons vieux, enfin pas bons vieux parce qu'ils sont pas si vieux que ça, hein, 2006, les Blu-ray qu'on trouve, qu'on va pouvoir trouver dans le commerce. Je pense qu'il faut aussi mentionner les DVD parce qu'il peut y avoir quelques petites pépites et quelques points intéressants. Là aussi, le rapport prix-résultat peut être intéressant, d'autant que pour un cinéphile qui veut pouvoir se faire beaucoup de films, bon, personnellement je regarde entre 250 et 300 films par an, forcément peut être amené à revoir ou à voir des films un petit peu plus anciens, et parfois le pressage de Blu-ray n'existe pas ou il est absolument identique à l'ancienne version DVD, donc on peut très bien retrouver des DVD quelques euros à divers endroits. Et puis, voilà un peu les principales sources, mais j'ai préféré mentionner le hertzien parce que c'est souvent oublié et il y a quand même une offre non négligeable. Bien évidemment, il y a aussi les chaînes payantes de Canal+, avec leurs différentes offres qui permettent aussi d'expérimenter le home cinéma. Alors, je peux rebondir.
parce que j'ai mon cas personnel, malheureusement, je suis dans un trou et la TNT hertzienne ne passe pas. Donc aussi ne pas oublier l'offre satellite TNT gratuite, oui, hein, bien qui sûr. te fait. Alors je ne sais pas si on a la même chose en termes de débit et de qualité que par le hertzien, mais Je te dis ça parce que je suis aussi dans un trou, pardon. d'accord. Donc moi pour ma part j'ai un TNT par satellite. Tout à fait. L'offre TNT est aussi accessible sur le satellite avec là aussi une qualité peut-être même meilleure, j'en sais rien, que la qualité que la TNT hertzienne. Mais on a là aussi des canaux HD. On peut même profiter de canaux étrangers en HD, en haute définition. C'est assez intéressant et effectivement, moi je passe par le satellite. D'ailleurs, l'offre satellitaire payante, quant à elle, offre la meilleure qualité possible. Puisque en fait, donc l'offre, en l'occurrence, ici on parle bien sûr de canal satellite, donc de CanalSat, qui offre en l'occurrence le meilleur signal possible. Il n'y a aucun autre moyen d'avoir une chaîne dans les meilleures qualités et les meilleures conditions possibles que par le satellite payant en tout cas. Puisque quand on parle de satellite TNT, suivant sur quel système on est, hein, à savoir FranceSat ou donc FranceSat ou TNT-Sat, hein, qui est une offre gratuite, et après l'offre CanalSat, donc là en l'occurrence sur Astra, les qualités varient, hein. Donc c'est assez, il faut bien se méfier. En l'occurrence, en ce qui concerne le satellite payant sur CanalSat via Astra, c'est la qualité maximale qu'on puisse avoir. Alors pas sur toutes les chaînes, hein, mais sur les chaînes de la TNT et Canal+. À mon avis, faudrait creuser, et c'est peut-être pas l'objet de ce podcast-là, mais l'offre TNT par satellite, tu peux aussi l'avoir par TNT-Sat en gratuit, et tu dois pouvoir avoir les 5 chaînes HD gratuites, qui sont donc TF1, Antenne 2, M6, Arte, je crois. Oui, tout à fait, mais je pense que Et je sais pas si les débits seraient pas tout simplement identiques avec l'offre payante. Ça sera à voir. On aura l'occasion Oui. de le redévelopper. Il y a un excellent fil à suivre sur HCFR, partie chaîne HD, que je vous conseille d'aller voir, avec des statistiques à l'appui, et si ça vous intéresse. Oui, parce que si tu veux, pourquoi Canal Sat a fait ça, c'est que tout simplement pour essayer de capter du client. Donc tu rentres sur TNT Sat avec un décodeur qui est certifié, décodeur Canal Ready. Et donc, quand tu veux voir Canal Plus avec ce décodeur qui est donc sur une offre d'abonnement gratuit, t'as plus qu'à mettre ta carte. Donc, c'est là que je me dis, sans savoir, que je suppose que les chaînes gratuites sont les mêmes. Bon, enfin, on aura l'occasion d'y revenir dessus. Ouais. Donc, concernant les sources, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein, effectivement. Même si, comme on l'a dit, le Blu-ray, ça reste ce qui se fait de mieux en termes d'image et de son. et de loin, il n'y a pas photo, dirais-je. Et images et son, bien évidemment, mais aussi les petits à côté qui sont, par exemple, l'accès aux versions originales ou aux sous-titres, et ce, avec une certaine souplesse qu'on a malheureusement pas ou pas forcément sur les diffusions hertziennes ou satellites. Avec les Blu-ray, évidemment, on y a accès, même si certains éditeurs jouent parfois un peu avec nos nerfs. Donc c'est un point quand même assez intéressant sur le Blu-ray. Alors, à ne pas oublier après, parce que je pense qu'on va rebondir sur ensuite la source matérielle. Tu as parlé TNT, donc on se doute bien qu'il faut un décodeur TNT. On parle Blu-ray, donc c'est facile dans la tête des gens. Par contre, quand tu as parlé du net, là, à mon sens, il va falloir expliquer avec quoi tu regardes ça. Bien sûr. Bah, Bien ça, sûr. en général, t'as la box. Voilà, c'est vrai non. qu'en France, Pas on a forcément. quand même. En France, on a quand même. Ouais. Alors, sauf effectivement, cas Quelle particulier. box. Voilà, mais c'est vrai que Netflix, par exemple, qui va bientôt s'implanter en France, réfléchissait à la possibilité de mettre en vente soit un boîtier, soit de s'associer à un FAI. En fait, la solution qui a été retenue, c'est tout simplement de s'associer avec personne et de ne pas mettre en vente de boîtier. Ou pas Ça, nécessairement. c'est leur modèle Et- économique et- de et base. parce qu'en France, il y a une implantation assez importante de boîtiers télé haute définition qui Non, permet. boîtier télé, hein, c'est Free avec sa box qui a initié le marché parce que c'est par ailleurs ça. Voilà, mais c'est Free qui a inventé tout simplement le concept à l'échelle mondiale. C'est pour ça que Mais d'ailleurs Malheureusement. l'Apple TV
n'arrive pas à s'implanter. Hein. Voilà, exactement. Donc en France, effectivement, maintenant, tous les opérateurs offrent une box, alors à minima avec la haute définition, et pour 2 opérateurs, à savoir Free et Orange, et même 3 avec Numéricable pour le câble, un lecteur Blu-ray intégré. Et donc, effectivement, par exemple, Netflix, qui va bientôt proposer du contenu haute définition, voire même 4K, a pris la décision de laisser libre les opérateurs de pouvoir proposer son service via les box. C'est sûr que pour le contenu dématérialisé en France, alors je dis pas, bien sûr, il y a encore des zones blanches ou des gens qui n'ont pas encore accès à la box, mais globalement, La majorité. sachant que Ouais. le débit minimal aujourd'hui, c'est 4 mégabits. Pour Avoir la accès télé à avec du télévision. 4 mégas, laisse tomber. Hein. Voilà, mais c'est le débit maximum de toute manière. Hein. Il faut savoir que les box ne proposent pas plus de 4,5 mégabits seconde en termes de débit de contenu. Hein. C'est-à-dire quand tu regardes une chaîne haute définition, ça ne dépasse jamais 4,5 mégabits. C'est toute la stupidité du système et bon, je pense j'espère qu'on fera un podcast là-dessus parce que moi j'en ai plein à dire. Mais effectivement, en France, les box sont une source non négligeable de diffusion de contenu venant du net et de la télé en particulier. Alors, on peut effectivement trouver ça un peu aberrant parce qu'on a une qualité moindre, un coût supérieur et un coût en occupation de réseau bien supérieur à tous les autres pays, mais on s'est quand même lancé là-dedans. Bon, néanmoins, là, on parle de home cinéma et donc quand même d'un accès à des diffusions, si possible, qualitatives. Et donc, il est quand même probable qu'on va plutôt se tourner vers d'autres types de sources que les box. Ou les services Internet. en ligne, quoi, effectivement, comme Canal Play, Netflix ou autre, quoi. L'offre dématérialisée hors télé sur Box est un petit peu à ses débuts ici. On a Netflix qui va s'implanter visiblement bientôt en France, qui est très présent aux États-Unis. Hein. Je rappelle que 30% du contenu aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, parce que le Canada n'est pas à négliger. Et donc c'est quelque chose clairement vers laquelle on va aller. Bon, pour l'instant, il se trouve que à la fois les débits et l'infrastructure fait que malheureusement ce système est quand même limité aux gens qui ont un débit suffisant et ils sont pas majoritaires sur le territoire. Bon, néanmoins, ces box ont quand même un intérêt, c'est qu'effectivement, elles simplifient les choses pour nos utilisateurs qui se lancent dans le home cinéma, parce qu'avec ce type de box, câble, Free, j'ai oublié la troisième, Orange. on a tout en un, c'est-à-dire qu'on a un lecteur, évidemment, multimédia, enfin un lecteur télé, internet intégré. On a un lecteur physique, Blu-ray, qui va permettre de lire des disques que vous allez mettre à l'intérieur. Et on a un lecteur multimédia qui va vous permettre de lire des sources dématérialisées que vous avez pu via les systèmes dont on vient de parler, récupérer et stocker sur le disque dur de la box. Donc c'est des box tout en un qui effectivement ont cet attrait technique pour les utilisateurs. Ils ont une seule box qui fait tout. Malheureusement, j'aurais tendance à dire que c'est une seule box qui fait tout. Fait ce qu'elle pas peut, nécessairement de la meilleure des manières, quoi. un compromis à choisir. Et si on veut se placer sur le terrain de la reproduction qualitative, c'est quand même pas vers ces appareils-là qu'on va se tourner. Mais ça peut être quand même un très bon début. Hein. Notamment quand on parle de Blu-ray, on est énormément à avoir commencé la lecture Blu-ray avec notre PS3, qui était, pour ceux qui en ont une, qui était le premier lecteur Blu-ray disponible sur le marché, et qui faisait par ailleurs office de console de jeu et aussi de lecteur multimédia, entre parenthèses. Et on a énormément commencé par ça, parce que c'était quand même l'attrait de la box. On avait un appareil qui faisait 3 fonctions, et c'était extrêmement intéressant. Bon, de nos jours, de toute façon, on a pléthore de matériel disponible. Les lecteurs À des prix Blu-ray accessibles en plus. sont tout à fait accessibles. Vous avez
des petits lecteurs de Pour une très bonne cinquantaine d'euros, facture hein. à quelques dizaines d'euros. Donc on a une offre vraiment très très ouverte sur le contenu, sur la lecture de disques DVD ou Blu-ray. Bon, ça peut être intéressant avec quand même le bémol. Bon, on en a parlé du débit, de la qualité, mais aussi des choix de votre opérateur, de ce à quoi il vous donne accès, du changement d'opérateur qui de nos jours est très simple et donc du coup les gens changent d'opérateur très facilement. Mais ça veut dire aussi que tout leur home cinéma est remis en cause quand ils changent d'opérateur. Donc c'est à prendre en compte et c'est aussi un moyen pour eux que vous ne changez pas d'opérateur. Et après les boîtiers tiers, donc un petit peu indépendants des opérateurs, que sont des boîtiers de type Tapity Player, Meder, Apple TV, etc., ont quand même un petit peu de mal à s'imposer en France pour l'instant, principalement parce qu'il y a les box Internet. Donc ces box faisant déjà office de lecteurs multimédia, l'utilité est bien limitée pour ces lecteurs-là. Et aussi, il faut quand même le reconnaître, la faible, voire très faible offre de contenu légal qui pousse pas spécialement à s'équiper avec des systèmes de ce type-là. On va maintenant passer au budget, donc on va diviser la chose en deux pour être un peu plus clair. Donc côté budget image, voilà, aujourd'hui on a des télévisions à des prix accessibles. Sur les vidéoprojecteurs, c'est un peu la même chose. Patrice, tu as peut-être des choses à dire là-dessus? Oui, effectivement, de nos jours, on va avoir deux grandes familles de produits pour du home cinéma, bien sûr. Des écrans plats, hein, puisque il y a plus d'écran cathodique. Des écrans plats, massivement LCD. Alors, il peut y avoir quelques plasmas de ci, de là, mais ils sont en fin de diffusion, même si qualitativement, les plasmas sont encore devant les LCD, ils ont été sacrifiés à l'aune de leur coefficient énergétique et voilà. Donc le LCD et des écrans plats prennent le dessus. On en trouve effectivement à des prix très concurrentiels. On peut commencer à, bon, je dirais pas quelques dizaines, mais quelques toutes petites centaines d'euros. On peut avoir des écrans de taille relativement respectable pour 300 et 400 euros et au-dessus. C'est vraiment très accessible. C'était souvent le problème à une certaine époque, mais bon, maintenant ça ne l'est plus. Bon, évidemment, là on parle d'écrans de taille relativement raisonnable. On commence à tabler dans du 48, 50, 55 pouces. Là, ça commence à voir plus, ça commence un petit peu plus haut, mais pas tant que ça, puisque on a des très grands écrans du 50 pouces pour moins de 1000 euros, ça existe. Et des écrans de bonne qualité en plus, quand même. Oui, j'allais y venir. À noter que, quand même, les écrans, effectivement, de bonne qualité, mais néanmoins, faut pas se leurrer, les premiers prix sacrifient quelque chose, forcément. Souvent, c'est pas tant la qualité de rendu d'image, bon, ça peut être le cas, bien sûr, mais c'est surtout tout ce qui est autour. Tous les traitements. Bon, déjà, on en a parlé tout à l'heure au niveau de la connectique. Bon, évidemment, sur ces modèles d'entrée de gamme, vous allez avoir tous les connecteurs à l'arrière et vous n'allez pas pouvoir déporter la connexion dans un boîtier, etc. Et surtout, vous allez avoir quasi aucun traitement d'image. L'écran va se contenter de restituer peu ou prou ce qui lui est envoyé. Et donc, la partie traitement d'image, il va vous falloir la gérer à la source. Et donc, le choix de votre source, voire de votre ampli, va influer sur la qualité de rendu de l'image, puisque c'est lui qui va s'occuper des éventuels traitements à effectuer sur cette image, parce que la télé aura pas de traitement ou des traitements de qualité très médiocre. Donc ça, c'est la grande famille des écrans plats. Et on a même pu voir d'ailleurs au récent CES où on a eu la chance d'aller avec Ludovic, où on nous annonçait des écrans OLED flirtés avec les 1000 euros, donc une qualité de rendu excellente, très proche du plasma, voire équivalente ou meilleure, pour des prix très accessibles. Et voilà. La deuxième grande famille, c'est évidemment la projection.
Bon, il y avait la rétroprojection à une époque, enfin je pense qu'on peut passer dessus, maintenant c'est mis en œuvre. Mais en projection, là aussi on se retrouve avec des tickets d'entrée très bas. On peut avoir des projecteurs de relativement de bonne facture pour quelques centaines d'euros. Là aussi, on peut trouver à 300-400 euros des projecteurs qui permettent de démarrer en home cinéma. Alors évidemment, à ce prix-là, ça ne sera pas du Full HD. Il va falloir faire des compromis là aussi sur les traitements d'image qui seront réduits à peau de chagrin. Mais on peut quand même avoir un rendu intéressant. D'autant que, comme le précisait Ludovic, je crois tout à l'heure, quand on est dans une pièce ouverte ou une pièce à vivre, on va nécessairement devoir favoriser la luminosité du projecteur, puisque il y aura énormément de diffusion lumineuse dans la pièce et on a intérêt à pallier la clarté relative de la pièce, et donc tabler sur des modèles très lumineux, donc plutôt dans la gamme des DLP en général, même si de nos jours on peut avoir des projecteurs LCD d'assez bonne facture. Enfin, le LCD, la technologie limite très séquement le flux lumineux, donc c'est pas forcément les plus adaptés à une diffusion dans une pièce ouverte. Et là, on peut avoir donc effectivement des modèles. Récemment, j'ai pu mettre en œuvre un modèle Optoma qui était aux environs de 700 euros en Full HD. Et je dois reconnaître que le résultat m'a, je dirais pas jusqu'à dire bluffé, mais était de très bon niveau. Voilà, pour une projection. Alors, sachant quand même que la projection impose aussi évidemment un écran, même si on peut projeter sur un mur. Quand même des petites contraintes évidemment. Il vaut mieux que le mur soit plan, droit, blanc, etc. Mais bon, il faut donc un écran qui rajoute un coût. Et souvent, cet écran dans une pièce à vivre, il faut qu'il se voit pas trop. Donc on va prendre un écran déroulable, électrique ou pas, mais qu'on va cacher. Donc il va y avoir quand même une contrainte d'utilisation, puisqu'il va falloir dérouler l'écran, mettre en route le projecteur. Il va falloir aussi placer le projecteur, l'installer au plafond, sur une étagère. Donc c'est quand même des configurations qui sont un peu contraignantes pour une utilisation en home cinéma. Mais bon, retenez que de nos jours, aussi bien un écran plat de taille relativement raisonnable et de taille intéressante pour du home cinéma, je veux dire, et en projection, on peut très bien avoir du matériel sensiblement en dessous des 1000 euros de bonne facture. Bien évidemment, il y a aussi après tout le côté occasion, mais enfin là, un podcast serait nécessaire pour discuter de tout ça. Très bien. Eh ben, merci Patrice pour ces explications. Alors maintenant, on va passer au son. Alors là, c'est Ludo qui s'y colle. Pour le son, en fait, les choses sont entre guillemets relativement simples. On a évoqué plusieurs systèmes différents. D'une part, la solution classique amplificateur plus kit de petites enceintes. Là, grosso modo, on peut déjà sortir sur une entrée de gamme un tant soit peu correcte. Il faut compter un budget minimum de plus ou moins 400 euros pour l'amplificateur et 400 euros pour un pack d'enceintes. Je dirais c'est le minimum syndical. En dessous de ce montant-là, et aussi en pensant qu'on exclut par défaut tous les kits composés tout en un, le risque de déception risque d'être fort important. Donc je vous conseille à minima de mettre ce type de budget pour un kit 5.1 qui tient un tant soit peu la route. L'autre système qu'on avait évoqué aussi, c'est les systèmes de barres de son. Là, par contre, pour avoir quelque chose de correct, on se situe dans des budgets qui commencent vers 700, 800 euros. 1000 euros si on veut un modèle qui a un peu plus de capacité en connectique. Et là, déjà, ce sont des solutions qui permettent de démarrer de manière très correcte. Forcément, plus on fera monter ce prix, plus on pourra avoir des capacités plus importantes au niveau du rendu. Mais là, de nouveau, ça contrebalancer avec l'intégration qu'on va faire. Oui, donc là, ça veut dire, si on regarde bien, en rajoutant une source de type box, qui est donc la moins chère, mais même en allant tabler sur des premiers lecteurs Blu-ray qui sont à moins d'une centaine d'euros, on se retrouve avec une installation complète home cinéma, aussi bien écran que projection d'ailleurs, pour sensiblement moins de 2000 euros. Disons entre 1500 et 2000 euros, c'est possible.
Bon, bien évidemment, on va pas vous dire que ça rivalise avec des installations plus complexes comme on peut les voir sur HCFR. Mais déjà, on a une vraie installation home cinéma avec 5 canaux, un canal de grave, canal de basse, d'effet, un home cinéma, un ampli home cinéma qui nous sert un peu de tour de contrôle, un écran et une bonne source. Et on a de quoi largement se faire plaisir en regardant des films. Il ne faut pas croire qu'on est obligé de tabler très très haut. Bon, maintenant, clairement, en dessous de 1500, c'est vraiment le strict minimum. Ça devient difficile. Ça devient difficile de mettre en œuvre une solution qui tienne un tant soit peu la route. Et alors, il y a un petit budget qu'on oublie parfois, mais qui coûte à peine une centaine d'euros, où on peut trouver des choses très correctes. C'est une petite télécommande universelle, parce qu'en général, les home cinéma, c'est pour les femmes, c'est beaucoup de câbles, 40 télécommandes sur la table, c'est un véritable enfer. Et pensez à prendre une petite télécommande universelle qui facilite la vie de toute la famille. C'est un petit budget, notamment, donc on pensera aux solutions Logitech qui trônent quasi en maître dans ce domaine. C'est un peu un petit côté agréable pour tout le monde. Bon, mais merci pour ce petit conseil bien utile, Ludo. Steph, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, je pense que le panel d'explication est très complet. Moi, pour ma part, je pense que dans le choix du budget, il y a aussi un élément qui est important, c'est l'évolution possible. J'aurais tendance à conseiller de ne pas s'enfermer dans des produits qui sont justement fermés. Par exemple, un cinéma tout en un où la connectivité est insuffisante, des choses comme ça. Essayer de plutôt aller vers des systèmes en éléments séparés où on va pouvoir ensuite, par rapport à son budget, ses envies, changer un élément, changer ses enceintes, son caisson de grave, sa source, son ampli. Comme l'a expliqué Ludovic, on peut avoir des budgets bas et puis se faire plaisir par la suite. Je pense que c'est plus facile que de devoir jeter carrément l'ensemble de son système pour le remplacer ensuite. Très bien. Écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Moi, je voudrais juste simplement synthétiser ce qu'on a déjà dit. Le home cinéma n'est pas réservé à des gros budgets. On peut largement se faire plaisir avec, certes, quelques centaines d'euros, 1500 à 2000, mais c'est le prix de beaucoup de loisirs. Et on peut, avec ça, avoir une installation home cinéma qui tient la route. C'est vraiment à prendre en compte et à bien noter. Et puis, bien sûr, on invite tout le monde à venir discuter de ça sur HCFR. On est là pour justement essayer de donner des pistes, des conseils ou des informations sur tous les types d'installations. Bien, parfait. C'est sur cette excellente conclusion que cet épisode s'achève. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode. Alors le prochain podcast tech sera un épisode dédié à l'actualité ou à un sujet débat. On verra un petit peu ce qu'on fera. Et on se retrouvera dans la même configuration d'ici 2 mois pour continuer cet épisode tuto. Et donc avancer un petit peu au niveau technique. On vous dit à la prochaine. Au revoir. Merci, salut Clément.